Le 5 mai dernier, l'Afrique recensait officiellement 44 034 cas de patients atteints du Covid-19. Parmi eux, 1788 morts. Le continent, qui abrite 17% de la population mondiale, ne concentrait donc que 1,2% des cas de coronavirus. Pourtant, il faut qu'il se prépare au pire. C'est le conseil qu'a donné l'Organisation mondiale de la santé aux dirigeants africains. So the best advice for Africa is to prepare for the worst. Alors le continent, relativement épargné pour le moment, peut-il devenir le futur foyer de la pandémie ? Le 17 avril, l'OMS annonçait une multiplication par 2 du nombre de personnes infectées au Covid-19 en Afrique. In the past week, there has been a 51% increase in the number of reported cases in my own continent, Africa, and a 60% increase in the number of reported deaths. Une courbe des contaminations qui rapporte une augmentation des cas d'environ 40% par semaine. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. Le premier cas signalé sur le continent, c'était le 14 février en Égypte, un ressortissant chinois. Puis d'autres ont été confirmés, des cas importés au Sénégal, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Burkina Faso. Aujourd'hui, 53 des 54 pays africains sont touchés par la pandémie. Seul le Lesotho n'a officiellement déclaré aucun cas. Et pourtant, ce nouveau coronavirus, pour le moment, ne se propage pas sur le continent avec la rapidité et la mortalité que connaissent les États-Unis ou l'Europe. Y a-t-il un problème de chiffres ? Serait-il sous-évalué ? Selon diverses organisations, dont l'OMS et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, c'est fort probable. Si on se base sur un taux de mortalité du virus de 0,66% selon les récentes estimations, le nombre de cas devrait être en Afrique autour de 200 000, loin des 45 000 déclarés. Interrogée par Le Monde Afrique, Léontine Kamba, spécialiste en épidémiologie mathématique, estime que les chiffres officiels au Cameroun ne reflèteraient que 30% de la réalité de la contamination. Autre spécificité africaine qui aurait pu être un atout dans le cas du coronavirus, la moindre exposition aux mobilités internationales. Dans cette étude publiée dans The Lancet, des chercheurs ont étudié l'intensité du trafic aérien entre l'Afrique et les villes chinoises les plus infectées avant la fermeture des frontières. Les 3 pays les plus exposés étaient l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud, des pays qui se sont révélés parmi les plus contaminés du continent, concentrant à eux seuls près de 40% du total africain. L'exception, l'Éthiopie, très connectée à la Chine, mais étrangement peu affectée par le Covid-19. Autre explication, un confinement précoce. Dès le 20 mars, alors qu'il comptait seulement une poignée de personnes contaminées, l'île Maurice et la Tunisie ont décrété le confinement total. Puis le 21, le Maroc et le Rwanda. D'autres ont instauré un couvre-feu tout en décrétant l'état d'urgence sanitaire, ou ont seulement fermé les bars et les restaurants. 19 pays du continent ont décidé de se confiner, totalement ou partiellement. Alors, cette réactivité a-t-elle payé ? Il y a une certaine progression, mais une progression beaucoup plus lente que ce à quoi on aurait pu s'attendre, notamment à des pics majeurs qui auraient mis en mal les services de santé. Mais on n'est pas à l'abri du danger. C'est une épidémie qui pourrait être assez longue. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, en est convaincu. In the 2 weeks before the lockdown, the average daily increase in new cases was around 42%. Since the start of the lockdown, the average daily increase has been around 4%. Alors oui, le confinement, c'est une méthode qui fonctionne. Regardez plutôt. Les scientifiques estiment qu'un individu porteur du Covid-19 transmet le virus à 3 personnes. C'est le RO, le taux de reproduction de base. En confinant la population, la France par exemple a réduit ce taux à moins de 1. Par ailleurs, le confinement permet d'empêcher la contamination des patients asymptomatiques.
ceux qui sont porteurs du virus sans le savoir, car sans détecter de symptômes. Selon une récente étude chinoise publiée dans The British Medical Journal, 4 patients sur 5 qui développent la maladie du Covid-19 n'auraient pas de symptômes. Alors reprenons, il y a donc possibilité de contenir la propagation du virus avec le confinement, mais il y a aussi une grosse partie de patients dits asymptomatiques. Dans ces conditions, comment faire ? Test, test, test. Tester la population. À New York, Paris ou Johannesburg, c'est la même problématique. Pour endiguer l'épidémie, il faut connaître les vecteurs du virus. Mais sur le continent africain, la pénurie de tests constitue un sérieux handicap. Il n'y a pas de capacité de tester à large échelle. Et donc la tendance est au test de cas hautement suspects avec des symptômes et puis ensuite on teste leur contact. Donc probablement on rate la plupart des cas asymptomatiques. À titre d'exemple, l'Afrique du Sud, qui dispose du système de santé le plus développé d'Afrique subsaharienne, revendiquait plus de 268 000 tests réalisés à la date du 5 mai, pour une population de 57 millions d'habitants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le continent dispose de 9 tests pour 10 000 habitants, contre 200 en Italie par exemple. Alors quel pourrait être le pire des scénarios ? Selon une modélisation présentée par l'OMS, la pandémie pourrait infecter entre 29 et 44 millions de personnes en Afrique au cours de la première année. Le modèle prévoit un taux de transmission plus lent que dans le reste du monde. S'ajoutent à cela des inconnus sur le virus, ses modes de diffusion, sa réaction aux variations de température. A-t-il une saisonnalité ? Certains chercheurs pensent que le virus s'épanouit davantage dans des climats froids et humides. D'autres rappellent les faits. Lors d'expérimentations in vitro, il a été constaté que le coronavirus se multipliait très bien dans la chaleur. Autre interrogation, les organismes des Africains répondent-ils différemment au Covid-19, comme ça peut être le cas pour des maladies auto-immunes ? Le fait d'avoir contracté certaines maladies ferait-il barrière au coronavirus ? La vaccination massive au BCG a-t-elle un lien ? Le virus aurait-il pu muter lors de son introduction en Afrique ? Enfin, quid des facteurs de risque ? On a constaté que les patients atteints du diabète, d'hypertension ou d'obésité étaient plus touchés. Ces maladies qu'on appelle des comorbidités. Qu'en sera-t-il alors des personnes porteuses du VIH, malades de la tuberculose, du paludisme, des enfants en situation de malnutrition ? L'une des difficultés qu'on a, c'est de pouvoir faire ces analyses-là lorsqu'on n'a pas de données précises sur tous les cas. Et j'encourage vraiment les États membres à nous transmettre des listes détaillées pour qu'on puisse savoir si ces facteurs de risque qu'on avait anticipés se confirment ou pas. Autre inconnu, la jeunesse de la population fera-t-elle barrière ? Un rapport de la mission OMS Chine indique que l'âge médian des personnes infectées est de 51 ans et que les personnes décédées, dans la grande majorité des cas, ont 60 ans et plus. L'âge médian en Afrique est de 19,4 ans et les plus de 60 ans représentent moins de 5% de la population. Alors combien ce virus peut-il tuer de personnes ? Selon la modélisation présentée le 6 mai dernier par l'OMS, entre 83 000 et 190 000 personnes la première année. Le taux de létalité du Covid-19 en Afrique est actuellement, au vu des chiffres déclarés, de 4%. Le professeur congolais Jean-Jacques Mouyembe, co-découvreur du virus Ebola en 1976, redoute un taux de mortalité sur le continent qui avoisinerait les 10%. L'OMS, enfin, prévoit une mortalité plus faible que dans le reste du monde. Ces chiffres-là sont énormes, mais montrent un peu le danger qu'on court à ne rien faire et le danger qu'on court si on aboutit à une transmission communautaire intense. Alors ça, c'est le pire scénario. Si rien n'est fait, si aucun traitement n'est trouvé, aucun vaccin. Et pourtant, dans les conditions actuelles, il y a quand même possibilité de contenir la propagation du virus. On a à peu près une vingtaine de pays qui ont encore des cas sporadiques. On a à peu près aussi 22 pays qui ont ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des groupes de cas qui sont liés et donc qui ne sont pas éparpillés dans la communauté.
mais on a par contre une dizaine de pays qui ont des cas avec transmission communautaire pour lesquels il faut faire attention pour ne pas basculer dans le pire scénario. Pour éviter la propagation du virus, il existe donc des solutions. Les voici. 1. Tester davantage pour éviter un afflux de cas graves qui nécessiterait des soins intensifs en hôpital. Devant l'urgence, l'Institut Pasteur de Dakar, en partenariat avec la société britannique Mologic, s'est fixé l'objectif de mettre sur le marché, dès le mois de juin, des tests de diagnostic réalisables en 10 minutes, à moins de 1 €. Pour le moment, la capacité de production est estimée entre 2 et 4,5 millions de tests par an. La population africaine est de 1,2 milliard d'habitants. 2. Isoler le plus possible les cas positifs. Mais pour cela, il faut disposer de structures pour les accueillir dans les villes comme dans les campagnes et sensibiliser les populations aux conduites à tenir en cas de suspicion de la maladie. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà réquisitionné certains hôpitaux qu'ils sont en train de réhabiliter, mais ce sont des capacités pour prendre en charge les cas sévères pour lesquels on a besoin de soins intensifs. Mais la majorité des cas vont rester asymptomatiques ou des cas extrêmement modérés. Ce qu'il faut, c'est mettre à l'épreuve les organisations à base communautaire pour que ces organisations puissent déjà développer des pratiques de prise en charge à domicile ou le suivi de ces personnes qui restent à la maison, qui peuvent éventuellement évoluer vers des cas sévères. Mais cet effort-là doit aller au-delà des capitales, atteindre les districts et même les zones périphériques, les zones rurales. Enfin, les mesures de santé publique nécessitent une adhésion et une responsabilisation des communautés. Lors de l'épidémie d'Ebola en Guinée ou en RDC, les humanitaires ont témoigné d'un nombre important de familles qui préféraient garder leurs malades chez elles plutôt que de les emmener à l'hôpital. 3. Confiner au cas par cas. On l'a constaté, à terme, le confinement est intenable dans la plupart des pays africains où une forte densité de population est la règle et où des millions de personnes travaillant dans le secteur informel et sans protection sociale n'ont d'autre choix que de sortir de chez elles pour survivre. Les violences en Afrique du Sud, au Kenya ou au Libéria ont montré les limites du confinement sur le continent. La Tunisie, Madagascar et le Ghana ont commencé dès le 20 avril leur déconfinement face au risque d'explosion sociale. L'OMS met toutefois en garde, le déconfinement doit être progressif. Une bonne analyse de là où sont les cas des zones les plus à risque, c'est important. Deuxième aspect, lorsqu'on sort des capitales, dans la plupart des pays, les mesures ne sont pas encore prises pour le contrôle de cette épidémie. Profiter de ce confinement pour mettre en place ces mesures. 4. Respecter les gestes barrières. Distanciation sociale sur les marchés, les transports, dans certains quartiers où la densité est importante, au travail. Encourager le port du masque et sensibiliser au lavage des mains. Un geste simple, pourtant compliqué quand on sait que 63% des Africains établis en zone urbaine ne peuvent pas se laver les mains avec du savon. 5. Développer les réponses sanitaires, en favorisant la recherche sur le continent, mais aussi en formant le personnel de santé. On parlait de quelques milliers seulement d'anesthésistes dans la région africaine ou bien même d'infirmiers anesthésistes. Quand on sait que l'utilisation des ventilateurs, pour les utiliser, on a besoin de ces expertises-là. Actuellement, il serait impossible de répondre à un afflux de cas graves. Il n'y a pas plus de 6000 lits d'hôpitaux sur tout le continent et moins de 20 dans certains pays. Une meilleure réponse sanitaire passe aussi par un approvisionnement en matériel médical, respirateurs, masques, kits de diagnostic, combinaisons de protection, réactifs. L'OMS se retrouve actuellement face à des pénuries sur le marché international et à l'indisponibilité d'avions ou de bateaux cargo pour les acheminer. À la mi-mars, le milliardaire chinois Jack Ma avait fait venir des millions de ces équipements en Afrique. L'Europe, elle, a annoncé un paquet financier pour le continent. Question de solidarité, mais surtout de sécurité. 15 milliards d'euros ont été débloqués pour aider les pays les plus vulnérables du monde, dont 90%
se trouve sur le continent. Mais cet argent doit servir à soutenir les systèmes de santé autant qu'à contenir le choc économique et social qui se profile. Car la pandémie de coronavirus pourrait, selon la Banque mondiale, plonger l'Afrique subsaharienne dans une récession comprise entre -2 et -5% en 2020, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Une crise systémique très violente avant même d'avoir vu déferler la crise sanitaire sur son sol. Elle pourrait aussi menacer de famine 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest d'ici à août et mettre en péril des campagnes de vaccination contre des maladies infantiles mortelles comme la rougeole. Enfin, selon l'Union africaine, près de 20 millions d'emplois, à la fois dans les secteurs formels et informels, sont menacés de destruction sur le continent si la situation persiste. L'Afrique a su réagir vite, mais pour éviter le pire scénario, elle ne doit pas perdre l'avance qu'elle a prise dans cette course contre la montre.